La fusion nucléaire est un phénomène qui se produit dans le cœur des étoiles et qui nous intéresse depuis bien des années, depuis 1920. L'astronome anglais Eddington suggère l'énergie des étoiles est d'origine subatomique et rêve que l'homme apprendra un jour à libérer cette énergie et à l'utiliser à ses propres fins. Suite à ces années, les premiers fours à fusion sont imaginés dans les années 1940. C'est devenu une course entre chaque grande nation pour savoir qui arrivera à maîtriser cette force colossale. Donc, les projets ont été mis au secret de tous vers 1950. Dans le contexte de la guerre froide, la fusion est mise sous le sceau du secret. Américains, Russes, Anglais, rejoints en 1955 par la France, l'Allemagne et le Japon, intensifient leurs recherches sans communiquer entre eux ni publier. L'année 1958 marque un tournant important dans l'histoire de la fusion contrôlée, avec la déclassification des recherches, ainsi afin de se donner les moyens de relever les considérables défis scientifiques et technologiques posés par la maîtrise de l'énergie de fusion. Des collaborations sont organisées à l'échelle internationale. Au niveau européen, des associations sont créées entre l'Agence atomique européenne Euratom et les organismes de recherche des pays membres afin de coordonner leurs efforts. Le tokamak français TFR est la machine la plus performante au monde de 1973 à 1976 en atteignant des températures records de 20 millions de degrés. Puis, les dossiers classés secrets ont été rendus publics 20 ans après, dans les années 1970. Ce qui a permis aux grandes nations du monde de savoir les avancées de leurs concurrents. Mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous bloqués au même endroit. Donc aujourd'hui, on sait que tous les pays du monde travaillent main dans la main pour nous permettre de développer l'énergie du futur. Nous savons bien que la fusion nucléaire se fait dans les étoiles. Mais comment fonctionne-t-elle, comme par exemple le soleil qui nous éclaire tous les jours? Les grandes lignes de la formation des étoiles sont connues, mais lorsqu'on cherche à entrer dans les détails, les mystères s'accumulent. On sait que pour que débute la formation d'une étoile, il faut qu'apparaissent des fluctuations de densité de matière, qui possèdent certaines caractéristiques. Ainsi, un nuage de poussière et de molécules doit avoir pour s'effondrer une masse supérieure à ce qu'on appelle la masse de Jean. Celle-ci dépend de la densité et de la température du nuage. S'il est trop chaud ou trop peu dense, l'effondrement aboutissant à une étoile n'est pas possible. Bien souvent, lorsqu'un nuage se condense, il se fragmente en zones plus denses et plus chaudes. Et c'est ainsi que des centaines d'étoiles peuvent se former presque simultanément à partir d'un seul nuage moléculaire. La composition chimique du Soleil est de 75% d'hydrogène et 25% d'hélium en masse. Il contient également 0,1% de métaux. Les conditions au cœur du Soleil sont extrêmes, 14 millions de Kelvin et une pression de 2850 millions d'atmosphères. Chaque seconde, c'est 700 millions de tonnes d'hydrogène qui sont converties en 695 millions de tonnes d'hélium et 5 millions de tonnes d'énergie sous forme de rayons gamma. Le Soleil est en fait un système à l'équilibre. L'équilibre entre les forces de gravitation qui provoquent l'effondrement de tout l'hydrogène sur le cœur du Soleil et des radiations énergétiques dues à la fusion nucléaire, qui éloignent le plus qu'ils peuvent les atomes les uns des autres, limitant ainsi l'effondrement. De plus, si l'activité nucléaire diminue subitement, la gravitation prendrait momentanément le dessus, comprimant le cœur un peu plus et augmentant alors la probabilité de la réalisation des réactions de fusion, donc en rapprochant les protons et autres noyaux, rétablissant alors l'équilibre initial. Mais d'un point de vue physique, comment la fusion se forme-t-elle? Ce schéma montre la fusion nucléaire au sein du Soleil. Deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium, H2 ou D, et le tritium, 3H ou T, se recomposent pour former un noyau d'hélium, He. Le neutron excédentaire hautement chargé d'énergie est alors rejeté. L'homme essaie, tant bien que mal, de contrôler la fusion nucléaire dans un endroit confiné, mais quelles sont ses avancées? Depuis quelques années, un nouveau type de réacteur est en pleine construction.
Sous nos yeux, depuis quelques années, les scientifiques du monde entier cherchent à concevoir le premier réacteur à fusion nucléaire. Le projet ITER, depuis les années 1990, est la coopération de 35 pays, dont la France. Cette construction se situe dans le département des Bouches-du-Rhône. Pour l'instant, c'est le plus grand tokamak qui n'a jamais été créé. Tout d'abord, voyons le fonctionnement d'un tokamak, comme par exemple celui d'ITER. Le tokamak fonctionne par 3 paramètres. Le premier, le confinement magnétique par des bobines. Ce confinement magnétique a un champ de 11,8 Tesla, ce qui est très conséquent. Dites-vous que l'aimant le plus puissant du monde fait 41 Tesla. La température du plasma qui est à l'intérieur et qui est confiné grâce aux bobines magnétiques, qui est à une température de 150 millions de degrés, ce qui est énorme, plus que le Soleil. Et aussi avoir une chambre à vide. Il est important car le plasma doit contenir que des atomes de deutérium et de tritium afin de réaliser la réaction de fusion dans des conditions optimales. Si d'autres atomes sont dans le tokamak, il est possible que le rendement soit grandement affecté. Maintenant, passons au fonctionnement dans la Thor. Nous avons un mouvement circulaire homogène avec les atomes de deutérium et de tritium. Pour atteindre la température et l'énergie voulue au sein de notre Thor, on envoie des atomes de deutérium à une certaine vitesse afin de chauffer et donner de l'énergie à notre plasma. Ensuite, on émet des rayons micro-ondes et UV afin aussi de chauffer notre plasma. Dès qu'on atteint la température voulue, nous pouvons arrêter de chauffer et envoyer des atomes. Mais quelques problèmes restent toujours difficiles à résoudre. Le plus grand problème reste tout de même de maintenir la réaction. Maintenir des conditions aussi extrêmes n'est pas un jeu d'enfant. Aujourd'hui, le record du monde de maintien de la réaction est juste de plus de 100 secondes. Certes, ce record est vraiment très faible, mais il faut relativiser. Quand par exemple on regarde le rendement de cette réaction, de ce record, on obtient que le rendement est de 60%, ce qui est énorme pour 100 secondes. Si on imagine en étant plus avancé, en arrivant à garder la réaction maintenue, on pourrait arriver à des rendements phénoménaux. Aujourd'hui, de nombreuses technologies sont en cours d'essai. Entre la fusion par confinement magnétique, comme vu précédemment, mais aussi la fusion par confinement inertiel. Cette technologie s'appuie sur le principe d'un faisceau de lumière laser ou bien d'un faisceau de particules chargées, un électron ou un ion. Ils vont alors taper une bille de combustible. L'ionisation et le chauffage rapide de la paroi externe conduit à l'expansion du plasma à la vitesse de la lumière. Ensuite, une onde de choc centripète qui va concentrer le combustible deutérium-tritium au centre de la cible. Le diamètre de cette sphère est environ 10 fois plus faible à celle initiale. Cette technologie est notamment utilisée au laser mégajoule qui se situe à Bordeaux. Comme on peut le voir sur ce schéma, des dizaines de lasers se concentrent juste sur un point afin de chauffer et d'enclencher la réaction de fusion. De nos jours, la fusion serait un grand avantage pour la génération actuelle. Le premier point, c'est que cette énergie est presque renouvelable. On peut le considérer comme renouvelable, car les atomes de deutérium et de tritium se trouvent partout sur la Terre. Et en termes d'énergie, cela réglerait de nombreux problèmes, comme par exemple le problème du réchauffement climatique. Juste la densité énergétique d'un kilo de combustible contient la même quantité d'énergie que 16 tonnes de pétrole. C'est un facteur de 16 000 et ce qui est énorme.